Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va conclure du coup euh, Percy Jackson avec cet épisode 8 qui se nomme... Attendez 2 petites secondes. La prophétie se réalise. Voilà, qui est un épisode vraiment bon. Pour conclure, c'est vraiment pas mal. Euh, et... Et bien entendu, il y aura une vidéo un peu faire le bilan de la série en elle-même euh, plus tard, mais voilà. Pour l'instant, on est sur l'épisode 8. Du coup, épisode qui, le début va être entrecoupé de quelques petits flashbacks. Alors, dans l'épisode précédent, j'avais trouvé que les flashbacks étaient inutiles, dans le sens où les flashbacks nous disaient seulement des choses qu'on savait déjà. Et du coup, je trouvais que c'était saoulant de couper le présent avec des trucs qu'on sait déjà. Même si c'est pas toujours inintéressant, mais parce que les personnages, eux, ne savent pas toujours ce que nous on sait, mais bon, en tant que spectateur, surtout quelqu'un comme moi qui déteste qu'on lui répète tout le temps les mêmes choses, euh, c'est un truc que je déteste dans la vraie vie, mais c'est aussi un truc du coup que je déteste dans le cinéma ou les séries. À chaque fois j'ai l'impression qu'on nous prend pour des débiles qui oublient tout au bout d'un épisode, donc ça c'est vraiment un truc qui me déplaît. Donc voilà, quand on fait des flashbacks juste pour nous dire ce qu'on sait déjà, voilà, c'est des trucs qui ont tendance un peu à me déplaire. Par contre, dans cet épisode, il y a eu 2 flashbacks avec Luke, et par contre là, je les ai trouvés très bons, dans le sens où les flashbacks font sens avec ce qu'il se passe. Dans le sens où le premier flashback, on voit du coup Luke apprendre à Percy Jackson comment se battre et désarmer un adversaire au sabre, qui du coup direct après on revient sur le présent avec l'affrontement entre Ares et Percy Jackson, qui d'ailleurs est un bel affrontement, mais honnêtement j'ai bien aimé cet affrontement là, euh, qui, euh, qui est cool, un peu court, mais en même temps c'est assez logique, hein. Percy fait face au dieu de la guerre, ça pouvait pas durer 10 minutes non plus comme combat. Bien sûr, il va se faire poutrer par Arès avant d'utiliser ses pouvoirs de demi-dieu, pour lui envoyer une vague gigantesque sur la tronche avant de l'entaillader, ce qui était dans les règles de leur duel, hein. D'ailleurs, chose que Luke avait parlé, que les dieux vivaient selon certaines règles, et que du coup, parmi ces règles, euh, les 2 dieux, eux, pouvaient les transgresser, mais les dieux, eux, sont obligés de les respecter. Donc en mettant des règles sur le combat, bah, du coup, Percy s'est lui-même sauvé la vie. Et du coup, ça lui permettra de récupérer le casque d'Hadès qu'il donnera à la Furie, dont j'ai oublié le nom, qui du coup euh, fera que Hadès tiendra sa promesse ou non, on le verra un peu plus tard. Ensuite, du coup, Percy veut absolument finir la prophétie, même s'il est trop tard. D'ailleurs, juste après avoir vaincu Arès et juste pris le casque comme ça, il s'imagine qu'on va lui donner sa meilleure comme ça, d'un claquement de doigts, alors qu'il a toujours pas restitué le casque, et c'était un peu marrant. Et un peu naïf, les enfants. Euh, Bref. Et du coup, il décide quand même d'accomplir la prophétie, même si le solstice est passé, que c'est trop tard. Mais, euh, mais du coup, voilà, il y va tout seul. Et il y a un nouveau flashback avec Luke, que j'ai trouvé hyper intéressant aussi, puisque dans cet enfin dans ce flashback, il va mentionner le fait que c'est pas parce que tu es en tant que demi-dieu plus petit que tu peux faire peur parce que toi tu n'obéis à aucune règle contrairement aux dieux, qu'il faut forcément s'en prendre aux dieux. Comme il fait une analogie avec les araignées, il fait tu vois, hein, les gens, non, bon, il parle surtout d'Annabeth, mais c'est vrai qu'on peut le transposer dans la réalité, c'est que t'as beaucoup de gens qui ont peur des araignées, alors que l'araignée c'est une toute petite créature inoffensive. Alors ça dépend quel type d'araignée, hein, mais on prend les petites araignées qu'on trouve chez nous en France, elles sont totalement inoffensives. Euh,
Et pourtant, t'as plein de gens qui en ont extrêmement peur au point que ils finissent par tuer l'araignée. Et ça fait du coup écho avec Annabeth qui dit que si Percy va trouver Zeus étant un enfant interdit et vu comme voleur de foot, Zeus ne fera qu'une bouchée de lui. Euh, et en même temps, on connaît à quel point Percy est indiscipliné et ce qui pourrait pousser Zeus à s'énerver et le tuer. Donc on nous tease clairement que voilà, Percy, il faut qu'il fasse attention avec les dieux parce que ils ont beau être effrayés de ce qu'ils ne contrôlent pas, et comme pour n'importe qui, ça ne les empêchera pas d'écraser cette chose pour se protéger. Du coup, l'analogie, je l'ai trouvée très bonne parce que dès qu'on a vu le flashback, boum, on a la confrontation entre Percy et Zeus. D'ailleurs, je trouve que Lance Reddick a fait une belle interprétation de Zeus. Alors, je sais que certains, à l'annonce du casting, ont beaucoup craché sur le fait que certains acteurs étaient de couleur, tout simplement, comme Annabeth. Sauf que c'est pas parce que c'est la fille d'Athéna Athéna, voilà, elle est grecque. En plus, les Grecs sont pas vraiment blanc techniquement, hein, donc je vois pas ce qui est dérangeant d'avoir une fille d'Athéna métisse, mais bon. Après, dans les romans, je sais plus si les personnages sont caractérisés par une couleur de peau ou pas. Moi, je sais que dans mes écrits, je crois pas me souvenir les caractériser par des couleurs de peau, mes persos. À part quand je m'inspire de quelqu'un précisément, que j'ai des personnages que j'écris qui sont inspirés soit de moi-même, du maître d'Anacalypsie, de certains amis qui m'ont aidé à bosser sur mon projet. Et du coup, là, il y a des persos, c'est eux, enfin physiquement, c'est eux. Donc forcément, là, sur ce genre de perso, il y a forcément des caractéristiques physiques un peu plus poussées. Mais dans le général, je préfère laisser les gens s'imaginer à quoi pourrait ressembler en donnant deux trois caractéristiques. Puis voilà. Mais bon, on n'est pas là pour parler de comment moi j'invente des histoires. Faudrait que je revoie dans le roman comment c'est. Mais je sais qu'Annabeth a été beaucoup critiquée parce qu'elle était métisse. Ce qui, en soi, elle a quand même un père humain. Elle a le droit de ressembler à son père. Hein, voilà. Et notamment, Zeus avait été critiqué. Et là, il faut revenir sur une chose qu'on a vue avec Arès et qui est également dans le roman. C'est que les formes que possèdent les dieux dans la série, que ce soit Arès, Poséidon, Zeus, on a vu qui Hermès, qu'on a vu aussi, et Phaistos, ce sont pas leurs vraies formes. Ce sont des formes humanoïdes qui prennent, parce qu'en gros, s'ils prennent leur vraie forme, tu meurs, tout simplement. Même pour un demi-dieu. C'est pour ça que quand Arès il prend sa vraie forme parce qu'il est en colère, les trois héros ils se cachent, enfin du moins ils cachent leur visage pour ne pas le regarder parce que sinon ils meurent. C'est comme ça. Donc que les gens se plaignent qu'ils aient telle ou telle forme, c'est complètement débile parce que c'est pas leur vraie forme. Ils ressemblent pas à ça en réalité. Leur vraie forme, en fait, personne ne peut réellement la voir sinon tu meurs. Et du coup, ils prennent des formes humanoïdes. Et même dans, dans le roman, ils ont tous des styles très particuliers. Je me souviens d'Arès, lui, c'est le biker de base, quoi. Tu vois, ça n'a rien à voir avec un dieu de la guerre. C'est une réadaptation de la mythologie et qui est vraiment très cool. Mais de là à juste se plaindre, oui, mais machin il est noir, machin il est machin. Ça, c'est vraiment le genre d'argument qui est énervant. Surtout que dans Percy Jackson, les formes humaines, surtout pour les dieux, peuvent être expliquées hyper facilement. Et je pense que c'est pour ça que ils vont, dans le cas de Zeus, pouvoir changer d'acteur assez facilement, puisque pour ceux qui ne sauraient pas, Lance Reddick malheureusement est décédé après avoir tourné John Wick 4 et la saison 1 de Percy Jackson, et du coup forcément on se retrouve sans Zeus, enfin sans l'acteur de Zeus. Et donc ils vont forcément devoir recaster un nouvel acteur, et peu importe qui ils prennent en fait, je pense qu'ils vont quand même prendre quelqu'un qui physiquement est proche
de Lance Reddick, mais en vrai il pourrait prendre n'importe qui, que ce serait pas déconnant, puisque bah, les dieux peuvent prendre la forme humaine qu'ils veulent. Bref. Mais bon, en tout cas, pour revenir sur la scène, moi j'ai trouvé que Zeus était très bien réussi. Je trouvais que Lance Reddick était très très bon. La confrontation entre les deux était plutôt intéressante, hein. On sent à quel point Zeus est dangereux. Euh, et d'ailleurs, il y a Poséidon qui va s'interposer, qui va sauver son fils en, comment dire, en abandonnant la guerre euh, contre son frère, hein, qui d'ailleurs est d'une arrogance sans faille. Le mec, ils se sont pas encore battus et il est là en mode oui, on va réunir le Panthéon, on verra à quel point ma victoire était écrasante et fulgurante. Enfin, le mec, il se rend pas peau de la merde, alors qu'en fait, ils se sont même pas affrontés. C'est juste parce qu'ils s'en pris à un demi-dieu que le mec il gagne la guerre. Mais j'aime bien, je trouve ça trop cool. Euh, Bref. À côté de ça, euh, par la suite, du coup, forcément, la guerre est terminée entre les dieux. Percy parle un peu avec son père, ce qui était vraiment très cool. D'ailleurs, il parle beaucoup autour des rêves, puisque Arès disait que les dieux ne rêvaient pas, ce qui a perturbé Percy, qui lui est hanté par les rêves de Cronos. Et du coup, ça fait que son père va quand même avouer que si les dieux font des rêves, et du coup que très certainement eux aussi peuvent voir Chronos dans leurs rêves. Du coup ensuite Percy y rentre à la colonie, enfin son père le renvoie à la colonie, et une fois à la colonie, il se retrouve confronté à Luke, parce que tous les deux vont dans la forêt, et Luke essaye euh, d'enrôler voilà, Percy dans le camp de Chronos. Et en vrai, c'est hyper intéressant. Alors, c'est lié à la prophétie, mais la grosse prophétie des 5 romans, et pas que du. Parce qu'il y a des prophéties par livre, mais il y a aussi une grosse prophétie qui traverse les 5 livres. Mais je sais plus dans quel roman cette prophétie elle est annoncée. Euh, mais du coup, qui est très bien. Je pense qu'on l'aura dans la saison 2, parce qu'à partir de la saison 3, la prophétie devient beaucoup plus nuancée, dans le sens où c'est une prophétie qui concerne un enfant interdit, et pour l'instant on ne connaît que Percy, mais on découvrira par la suite, sans trop spoiler, que Percy n'est pas le seul enfant interdit. Et du coup, ça rend la prophétie beaucoup plus floue jusqu'à la fin du roman. Et du coup, c'est très très intéressant. Euh, du coup, grâce justement à la prophétie du tome 1, du coup, Percy Jackson va réussir à comprendre que bah, c'est Luke le traite et non Clarisse. Euh, Dans le sens où il va dire que il a combattu le dieu qui a changé de camp à l'ouest, donc en ayant affronté Arès, qui a rejoint le camp de Cronos. Il y a une prophétie en mode ce qui a été volé sera restitué, du coup qui est l'éclair, enfin la faute de Zeus, et que il aura été trahi par un ami. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où en fait Percy aurait dû réfléchir plus intelligemment dès le début, puisqu'en fait Clarisse n'a jamais été son ami, donc il peut pas être trahi par Clarisse. Alors certes, dans les épisodes, il pensait que la trahison venait de Anabex ou Grover, je sais plus dans quel épisode, bref, mais la réalité c'est que la vraie trahison, elle vient de Luke. Et, et effectivement, quand Luke a donné les chaussures, c'est parce qu'il savait que la foudre était dans le sac d'Arès, et que bah, en fait les chaussures allaient directement l'emmener dans le Tartare. Et malheureusement, bon, le plan a échoué. Mais Chronos voulait récupérer la foudre lui-même pour se libérer du Tartare. D'ailleurs, je sais même plus comment ils l'ont fait pour sortir du Tartare. Je sais plus. Bref, en tout cas, vous verrez pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire, il s'en remettra pas comme ça. Heureusement. Heureusement que tu sors pas aussi puissant comme ça d'un coup.
Euh, et du coup, Luke et Percy vont un peu s'affronter dans un petit combat intéressant, un peu court, intéressant, sans vraiment de fin, puisque Annabeth euh, va plus ou moins sauver Percy. Et quand Luke il verra Annabeth, il va décider de fuir. Euh, et c'est vrai que si on fait le parallèle avec le film, c'est un peu dommage parce que le film, même si Luke survivait et restait dans le camp de Chronos, il y avait quand même une vraie fin avec, enfin pas une vraie fin, mais dans le combat, je veux dire une vraie fin avec euh, du coup Percy qui mettait KO Luke et ensuite, voilà, l'histoire se terminait. Là, il n'y a pas de victoire entre les deux, ce qui est bien aussi, mais ça peut peut-être laisser certains sur leur faim. Mais voilà. Et ensuite, Percy, voilà, et les autres retournent, enfin d'autres, parce que certains s'en mêlent et restent dans la colonie, et d'autres décident de repartir, notamment dans leur famille. Voilà, c'est un peu comme Harry Potter à la fin, hop, là, l'été tu rentres chez toi. Bon, là, je sais pas à quelle période, je sais plus comment se passent les périodes entre quand ils vont à la colonie, quand ils sont dans leur famille. Mais en tout cas, Percy retourne au bungalow, il retrouve sa mère. Ensuite, avec sa mère, il retourne chez lui, là où il y a le beau-père. Un beau-père qui est très très important dans l'histoire. Hein, vous comprendrez pour ceux qui n'ont jamais lu le roman à quel point le père est hyper important. C'est un enculé, mais il est hyper important sans qu'on le voit énormément. Vous comprendrez un jour. Ou lisez les romans et vous saurez plus rapidement que en ayant la suite de la série télé jusqu'à ce qu'ils en parlent. Parce que ça pourrait durer une dizaine d'années. Si on a vraiment tous les bouquins adaptés un jour. Bref. Et du coup, voilà, ça se termine. Bon, il y a Chronos qui revient en mode ta survie, et ce qui me permettra de. Attends, comment il dit ça? C'est ta survie qui me permettra de me libérer ou de revenir de revenir, un truc comme ça. Bref, parce qu'effectivement, l'un des enfants interdits est important dans la prophétie, mais je ne sais plus comment il formulait entièrement la prophétie. Bref, on verra par la suite. En tout cas, comme vous avez vu sur les colliers, hein, j'avais raison, dans le premier épisode, j'étais pas certain de moi, même si ça me paraissait assez logique ce que je disais, mais comme vous avez vu, à la toute fin, sur le cordon de Percy, enfin, ouais, à peu près sur les 5 dernières minutes, il a une perle à son collier. Ce qui fait que les perles, c'est bien le nombre, pas forcément d'années, mais le nombre de périodes où tu es resté à la colonie. Je ne sais pas vraiment combien de temps ils y restent, mais en gros, on va dire l'équivalent d'un an. Et bah hop, à chaque fois tu gagnes une perle en plus. Et du coup, Percy a gagné sa première perle. Donc là-dessus, je suis content. J'avais raison, même si j'en étais plus certain. Parce qu'avec ce roman, je suis plus, enfin avec cette adaptation, je suis plus certain de rien. Parce qu'il y a des choses qui me parlent, où je me dis j'ai des souvenirs de ces trucs-là. Il y a des choses, je me dis je m'en souviens pas du tout. Et du coup, encore une fois, il faut vraiment que je relise ce bouquin. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé regarder cette série. Franchement, je l'ai beaucoup aimé. Je pourrais facilement quand même revoir le premier film. Le deuxième film, non, c'est vraiment une merde sans nom. Le premier film, à la limite, je pourrais le revoir. Mais honnêtement, la série, pour moi, elle est vraiment excellente. On voit vraiment plein de choses hyper intéressantes. On en voit beaucoup plus que dans le film, puisque il y a plus de temps. Donc c'est plus pratique. Mais franchement, replonger dans cet univers que j'ai attendu impatiemment quand le projet a été annoncé, parce que, encore une fois, Percy Jackson, c'est facile dans mon top 5 des romans favoris, genre même dans le top 3. Ce que je vais dire là pourrait ne pas plaire à certains, mais en même temps, les goûts et les couleurs sont propres à chacun. Mais même si pendant longtemps Harry Potter ça a été mon roman préféré, et là je trouve qu'aujourd'hui en tant qu'adulte je préfère Percy Jackson à Harry Potter. Je ne déteste pas Harry Potter, hein. J'ai le roman en plus qui est juste à côté de moi, qui attend que je le lise. Euh,
Mais voilà, j'ai rien contre Harry Potter, mais en termes d'écriture et tout ça, aujourd'hui je préfère l'écriture de Percy Jackson. Après en termes d'histoire, les deux ont rien à voir, je surkiffe autant les deux, mais en termes d'écriture, j'ai plus de facilité à lire des bouquins à la Percy Jackson ou Chevalier d'Émeraude que les bouquins à la Harry Potter où il y a énormément de descriptions et tout. Ça j'ai un peu plus de mal aujourd'hui. Mais en même temps, je pense qu'il faut que comme je passe beaucoup de temps à lire des textes, des articles et tout, qui décrivent des trucs à droite à gauche pour mon mémoire, ça fait que j'ai un ras-le-bol des descriptions. Et, euh, euh, et je pense que quelques années, une fois que mes études seront terminées et tout, après, je pense que quand cette overdose sera passée, je pense que j'aurai plus de facilité à relire des romans classiques euh, que là actuellement. Bref. En tout cas, on va conclure. Moi, j'ai passé un excellent moment devant Percy Jackson et cet épisode 8 et même la série en général. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de cet épisode-là. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc avec le bilan de Percy Jackson, les héros de l'Olympe, non, et les Olympiens. Les héros de l'Olympe, c'est le spin-off qui est sorti après. Euh, à partir de normalement de la semaine où vous aurez le bilan, normalement vous aurez pendant 3 semaines un épisode par semaine où je vous parlerai de la série documentaire La vérité kidnappée du rêve au cauchemar qui est sur Netflix. Donc on va passer de Disney à Netflix. Quasiment pendant un mois vous aurez des vidéos puisqu'il y aura il me reste le bilan à tourner, mais les 3 premiers épisodes sont déjà tournés, enfin enregistrés et publiés, enfin programmés plutôt. Donc voilà, vous n'êtes pas sans rien pour l'instant. Et du coup voilà. Alors ça n'a rien à voir. Là on est sur une série pour adolescents. La prochaine série c'est une histoire vraie d'un truc horrible qui est arrivé à un couple, et pas qu'à un couple, on a d'autres témoignages un peu plus tard. Mais je vous conseille de regarder parce que c'est mes vidéos et que moi j'aime autant la fantasy que les trucs criminels, mais faut s'accrocher. En tout cas, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que vous passez du bon temps à regarder mes vidéos et on se dit à très bientôt pour de nouvelles, pour les prochaines vidéos. Allez, ciao.